La civilisation judéo-chrétienne, c'est une invention, c'est-à-dire, comme je dis, les Juifs qu'on a massacrés dans l'Europe depuis 1500 ans, ils doivent se retourner dans leur tombe quand ils entendent parler de civilisation judéo-chrétienne. C'est quand même extraordinaire que, personne ne sait, mais la Bible est étudiée en Israël comme dans les cours d'histoire, pas dans les cours de religion. C'est le colonialisme qui crée la barbarie. Qu'est-ce que c'est la vision coloniale? C'est penser que les autres ne sont pas vos égaux. C'est-à-dire penser qu'un être humain blanc ne vaut pas la même chose qu'un être humain colonisé. Parce que quand les gens me disent « Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre ?», moi je dis « Mais le 6 octobre, on en était où ? Est-ce qu'on était prêt de créer un État palestinien ?» Aujourd'hui, l'essentiel de la politique européenne, elle est faite par la peur de l'immigration. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un problème humanitaire avant tout, c'est un problème politique. C'est le problème politique qui crée le problème humanitaire, c'est pas l'inverse. تولد عام 48 وعمره من عمر النكبة، كبر في مصر في القاهرة، وبعد عاود رجع لبلاده وطلع وعاش فيها في فرنسا. خصص أكثر من 40 سنة من حياته للتفكير والكتابة على قضايا الشرق الأوسط وأهمهم القضية الفلسطينية. بعد 3 كتب اللي هما وتنزيدوا نحكيوا عليهم بعد، اللي هما بالستين دو كوا ايتي لو نون وان شون دامور وغيرهم. اليوم خرج كتاب جديد اسمه بالستين un peuple qui ne veut pas mourir. Alain Grèche, directeur d'Orient 21 et d'Afrique 21 aussi, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir ici à Tunis parmi nous et sur Rachma. Félicitations pour ce nouvel ouvrage, un livre d'intervention qui fonce droit dans le narratif très présent dans les médias français et européens et occidentaux plus généralement. Vous savez, en lisant le livre, j'ai pas pu m'empêcher de me poser une question sur l'interprétation d'un tel slogan dans l'autre rive. Chacune des manifestations organisées à Tunis en soutien au peuple palestinien, qui passent généralement à côté de l'ambassade de France, les manifestants, chaque fois, scandent « Fransa heya heya, Fransa stamareya ». Vous m'avez compris, vous qui comprenez l'arabe. À quel point trouvez-vous que ce slogan illustre la situation actuelle et illustre les rapports nord-sud, principalement entre la France et les pays de la rive sud de la Méditerranée? Je dois dire que ce qui m'a incité à faire le livre, au-delà du drame et du génocide à Gaza, et de la volonté de rétablir un récit par rapport au récit dominant des médias, c'est une vraie crainte. C'est-à-dire que l'impression que Gaza était le signe du fossé qui s'élargissait entre l'Orient et l'Occident, et particulièrement entre la France et le Maghreb. La France a été expulsée d'Afrique, de plusieurs pays africains. Moi, je pense réellement qu'on est en train de créer les conditions pour lesquelles la France disparaisse de ça. Et je crois que ça, c'est vraiment... Ça m'inquiète, je ne souhaite pas... Il y a des relations historiques qui sont aussi des relations coloniales, mais il y a des relations importantes. C'est dommage que ces relations disparaissent. Il y a un ambassadeur de France qui a écrit, qui a dit à un journaliste, « Maintenant, quand je mets une annonce d'un événement culturel sur la page Facebook d'une ambassade dans le monde arabe, j'ai 4000 messages d'insultes. » Et pour moi, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, je suis frappé par l'espèce de cécité française face à ça. Vous savez qu'il y a eu pratiquement tous les ambassadeurs de la région qui, en novembre ou décembre, ont envoyé un message à Macron en disant « il faut arrêter ». C'est-à-dire vraiment, il y a un problème des médias. Et c'est quelque chose que, malheureusement, l'opinion je veux dire, les médias ne voient pas, les politiques ne voient pas, et ils sacrifient quelque chose qui, à terme, va peser sur la France et sur toute la Méditerranée. C'est-à-dire qu'il y a des positions qui ont relativement progressé surtout depuis la période Sarkozy, c'est un positionnement plus proche des États-Unis, atlantiste, dit-on.
qui est en rupture avec la ligne gaulliste traditionnelle de la diplomatie française. Comment expliquer, à la limite, nous pouvons comprendre jusqu'à un certain point ce changement de cap, mais que ça atteigne autant de cécité, comme vous l'avez dit, pour reprendre vos termes, ça c'est assez choquant. Comment expliquer toute cette cécité, justement? Alors, il y a plusieurs éléments, et il y a des choses qui n'ont pas de rapport avec le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire la période où la France rêvait d'une politique indépendante, fondée sur les intérêts des grands groupes français qui travaillaient dans le monde et qui étaient en partie en concurrence avec les États-Unis, et l'idée qu'on pouvait être à la fois allié des États-Unis, mais défendre sa propre vision, ça, c'est en train de disparaître. C'est en train de disparaître économiquement parce que la France s'est intégrée depuis la mondialisation au groupe américain et vraiment n'est pas vraiment en concurrence avec ces groupes. Et puis parce que les élites françaises, aujourd'hui, se sont totalement occidentalisées. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui le fait d'être un allié stratégique des Américains et de considérer que c'est quand même la priorité d'être allié avec les Américains, c'est quelque chose qui est dominant dans les forces politiques françaises. Je le répète, c'est-à-dire les Républicains, le parti Les Républicains en France, qui est la droite en principe gaulliste, je veux dire, aujourd'hui, ils défendent, par exemple, le transfert de l'ambassade de France de Tel Aviv à Jérusalem. Et sans que ça ait l'air de poser le moins de problèmes. Ces gens, ils se réclament de l'héritage gaulliste qu'ils sont en train de trahir totalement. Et qui ont parmi leur groupe parlementaire, dans l'ancienne Assemblée, quelqu'un, Meir Habib, qui a toujours eu des propos... pour le moins qu'on puisse dire génocidaire. Oui, tout à fait. Mais ils ont eux-mêmes la députée qui a remplacé Meir Habib, elle est presque plus dangereuse parce que Meir Habib, c'est un fou et personne ne le prenait au sérieux. Mais là, il y a des gens qui défendent vraiment la position israélienne. Mais ils défendent la position israélienne avec l'idée, on fait partie de l'Occident. Et ce que je dis, c'est-à-dire le changement de vision, il y a un changement de vision du conflit ou de la Palestine. Jusqu'à présent, on voyait ça comme, en gros, tous les partis politiques, y compris les socialistes, y compris la droite, etc., disaient, bon, nous sommes alliés d'Israël, personne n'a jamais mis en cause en France l'existence de l'État d'Israël, mais il faut trouver une solution au problème palestinien, il faut négocier avec l'OLP. Et c'est un conflit d'indépendance nationale, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, depuis le 11 septembre 2001, et puis aussi avec le poids que les attentats en France, les attentats contre Charlie et les attentats du 13 novembre 2015 ont eu, l'impact que ça a eu sur les opinions, le danger, c'est les groupes islamistes, l'islam et les musulmans. Et le conflit, et ce qui se passe en Palestine, c'est un des fronts de l'affrontement entre le monde libre, occidental, etc., et le monde musulman. Et c'est vrai que le fait que aujourd'hui, la force dominante parmi les Palestiniens, ça soit le Hamas, qui se réclame plus ou moins de l'idéologie des frères musulmans, ça n'aide pas. Et puis, personne n'essaye de réfléchir sur le Hamas comme si c'est une organisation politique, je dirais, et leur pratique. Au-delà d'une forme de discours, ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est un mouvement aujourd'hui essentiellement de libération nationale. Et personne ne prend ça en compte et on dit ils ont un projet, ils veulent tuer les juifs, ils veulent tuer les occidentaux, etc. Justement, vous expliquez dans votre livre comment une certaine propagande occidentale a remplacé les communistes par les terroristes, vous mettez ça entre guillemets, islamiques. Cette métamorphose, comment l'expliquez-vous? Ça arrange tout le monde? Est-ce que ça arrange tout le monde aussi de se souscrire et d'adhérer à ce projet du choc des civilisations? Ça arrange qui exactement? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons, mais je dirais que l'appareil industriel militaro-sécuritaire américain, après la fin de la guerre froide, était confronté à un problème de crédit, tout simplement. C'est pourquoi vous allez les financer s'il n'y a plus d'ennemis. Et je pense qu'ils ont contribué en partie à créer cet ennemi imaginaire ou réel avec Al-Qaïda, l'État islamique, et en faire une menace globale.
Ce qui est assez étonnant quand on sait que, quand même, l'attitude des États-Unis par rapport aux ancêtres d'Al-Qaïda était plutôt de les soutenir contre l'Union soviétique. Donc il y a eu un changement important. Et puis, il faut dire, c'est-à-dire, Netanyahou est la personne, avant même d'être Premier ministre, qui a inventé cette idée de guerre contre le terrorisme. Simplement, dans les années 70-80, il dit « Nous avons un ennemi, c'est le terrorisme. Qu'est-ce que c'est le terrorisme ? C'est l'ANC, l'OLP et l'Union soviétique. Il y a une alliance stratégique. » Netanyahou même présentait les choses comme ça ? Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Il y a un livre très connu, qui a une espèce de colloque, qui s'appelle « How the West can win », comment l'Occident peut gagner. C'est-à-dire en disant « Nous sommes une grande menace ». Une grande menace soviétique qui va disparaître 3 ans après. Mais quand même, nous sommes une grande. Et quand l'Union soviétique s'effondre, on va remplacer ça par l'idée d'une menace islamique. Et le fait que durant cette guerre de Gaza, je veux dire, ça a été souligné, Netanyahou inscrive sa stratégie dans l'idée d'une guerre entre la civilisation judéo-chrétienne et le monde musulman est assez... Il l'a répété à plusieurs fois. La civilisation judéo-chrétienne, c'est une invention, c'est-à-dire, comme je dis, les Juifs qu'on a massacrés en Europe depuis 1500 ans, ils doivent se retourner dans leur tombe quand ils entendent parler de civilisation judéo-chrétienne. Mais c'est quelque chose qui marche. Et bon, c'est aussi lié à des évolutions dans les sociétés, par exemple dans la société française, l'hostilité à l'islam, l'idée que nous sommes menacés à la fois par un ennemi extérieur qui est le terrorisme, mais aussi par ces musulmans qui veulent changer notre mode de vie, etc. Tout ce discours est assez bien reçu en France et il n'est pas combattu. Il a même des effets dans la gauche, une partie de la gauche qui, au nom de la lutte pour la laïcité, arrive à diaboliser l'islam et à présenter l'islam comme une espèce de tout menaçant. Alors si on sait une chose pour les gens qui travaillent dans le monde musulman, c'est à quel point les musulmans sont divisés, les États ont des stratégies différentes, les différentes organisations ont des stratégies différentes, et l'idée qu'il y a quelque part une stratégie musulmane contre l'Occident, c'est du même niveau que les gens qui pensaient qu'il y avait un complot juif mondial dans les années 20 et 30 contre la civilisation européenne. C'est-à-dire qu'il y a un repli, un discours sécuritariste, puisqu'on menace toujours la question, met toujours sur la table la question de la sécurité. Il y a de la peur, et tout cela se nourrit de cette peur. Mais justement, ce qui est, par exemple, dans la page 45, si je me trompe pas absolument, dans la page 45 de votre livre, vous citez De Gaulle. Et la citation en question de Gaulle, je ne vais pas la reprendre mot à mot, mais en tout cas, De Gaulle y explique comment la propagande israélienne, déjà à l'époque, instrumentalisait la notion de terrorisme pour qualifier la résistance palestinienne de terroriste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le discours porté par ceux qui incarnent des alternatives et des alternatives médiatiques dans une certaine opposition politique était porté par un des plus grands symboles de la République en France. Et aujourd'hui, les médias, le narratif des médias mainstream français est totalement contre ça, voire si quelqu'un venait à tenir les mêmes paroles, il serait probablement qualifié d'antisémite. Oui, il y a quelqu'un comme Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, qui garde un certain prestige du fait de fameux discours en 2003 contre l'intervention américaine en Irak. Il paraît un peu dans les médias, mais il est diabolisé, il est accusé d'être un agent de la France insoumise, donc il y a un refus de... Si vous voulez, moi, ce qui me frappe même si ça a évolué après le 7 octobre, c'est le refus du débat. C'est quand même extraordinaire. Tous ces gens qui ont manifesté « Je suis Charlie » au nom du le droit de tout dire, etc., ils refusent la parole aux gens avec qui ils ne sont pas d'accord. Et il y a eu, en tous les cas, les 3-4 premiers mois, une espèce de discours hégémonique, en tous les cas dans les médias type... pas seulement les médias CNews ou BFM, etc., mais même France Inter, TF1, Antenne 2, enfin tout ça, un discours dans lequel toute parole, dès que vous aviez un doute, on vous dit « Ah, mais vous soutenez les terroristes ».
Et c'était pas seulement en termes, vous soutenez les terroristes, il y a quand même des centaines de gens aujourd'hui qui sont poursuivis pour apologie du terrorisme, pour avoir dit Palestine vaincra, ou pour avoir, bon, voilà, il y a une pression extraordinaire. Ou pour avoir dit From the river to the sea. Voilà. Ouais, donc il y a une espèce de pression comme ça. Alors, elle a un peu diminué dans le sens où, bon, d'abord, finalement, après des mois, on a fini par voir des images de ce qui se passait à Gaza. Et tous les gens qui vont disent que c'est l'apocalypse. C'est vraiment l'apocalypse. Et on comprend pourquoi les Israéliens, soi-disant la seule démocratie du Proche-Orient, empêchent les journalistes d'y aller. C'est-à-dire, c'est une décision politique, c'est une décision qui a été soutenue par la Cour suprême israélienne, qui est présentée souvent dans les médias comme le symbole de l'indépendance de la justice et tout. Pas du tout. Donc, il y a là une volonté d'imposer un discours unique, un discours réducteur, et d'empêcher le débat. Encore une fois, c'est-à-dire, on peut dire je suis Charlie, mais j'interdis tous les gens qui ne pensent pas comme moi. C'est quand même extraordinaire, quoi. Encore, ce qui est frappant ici, c'est que la France, qui, dans le discours officiel et même le discours des élites médiatiques actuellement établi, porte généralement un discours très radical quand il s'agit de laïcité. Comment d'un coup, toutes ces personnalités tellement attachées dans leur discours, prétendument du moins, à la laïcité, peuvent-elles soutenir un projet autocratique et théocratique comme celui porté par l'idéologie sioniste? C'est un des mystères, si on peut dire, ou le fait qu'ils ne font pas le rapport entre la laïcité et le discours israélien, c'est-à-dire qu'il y a un discours messianique, l'utilisation de la Bible dans les imprécations contre les Palestiniens, dans le fait qu'on peut les tuer, qu'on peut les massacrer, etc., etc. Mais si vous voulez, bon, le débat sur la laïcité en France, il a plusieurs niveaux. C'est vrai que depuis, en gros, fin des années 80, début des années 90, la laïcité a été avant tout utilisée comme une arme de guerre contre les musulmans. Avec une déformation de ce qu'est la laïcité. C'est pas que la loi de 1905, on veut appliquer la loi de 1905 aux musulmans. On veut changer la loi de 1905 pour pouvoir combattre les musulmans et pour pouvoir combattre ce qu'on appelle le séparatisme. C'est-à-dire, en disant, ils sont en train de créer des ghettos, des zones de non-droit, des zones où on applique la charia et autres choses. Et ça, effectivement, vous avez raison, on ne fait aucun rapport entre le fait qu'on condamne un certain type de discours religieux, mais le fait que ce discours religieux soit dominant en Israël aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire que personne ne sait, mais la Bible est étudiée en Israël comme dans les cours d'histoire, pas dans les cours de religion, comme si c'était la vérité, alors qu'on sait que c'est très largement mythologique. C'est un très beau texte qui est un texte qui fait partie de la civilisation mondiale, de notre culture. Nous avons, je sais pas si les nouvelles générations connaissent, mais pour ma génération, on a lu des choses, etc. C'est vraiment des mythes importants, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire. Et il y a toute une série d'ailleurs d'archéologues israéliens qui l'ont montré. Mais ça ne choque personne. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui, plus qu'à d'autres moments, l'identification d'une partie de la population et des élites françaises avec un pays qu'on considère comme un pays blanc, occidental. Et que ça crée une solidarité aujourd'hui où l'Occident est quand même relativement en déclin. Il ne faut pas non plus surestimer le déclin, mais il est relativement. Et il est, il vit sous l'impression qu'il est menacé. Les barbares arrivent. Et donc on se mobilise contre les barbares et le discours israélien, d'ailleurs, il y a eu plusieurs ministres israéliens qui ont dit « mais il faut que vous compreniez, nous on se bat pour que ça n'arrive pas chez vous en Europe ». C'est-à-dire, c'est l'idée, nous sommes l'avant-garde des croisés qui combattent les barbares musulmans. D'une part, ça peut être vu comme ça. D'autre part, ça peut être vu comme les forces occidentales, européennes essentiellement, qui implémentent un avant-poste qui est dans la continuité d'une certaine mentalité coloniale. Et vous établissez un parallèle intéressant, vous le rappelez et vous invoquez ce parallèle plusieurs fois dans votre livre, vous lui consacrez même un annexe. C'est le parallèle entre la politique pratiquée
par Israël envers Gaza particulièrement et les territoires occupés en général, mais aussi vous établissez un parallèle entre ça et la politique de la France coloniale envers l'Algérie. Pourtant, vous soulignez le caractère inédit de la guerre actuelle à Gaza et du génocide du peuple palestinien. Si vous voulez nous rappeler les principales similitudes observées entre l'attitude de la France coloniale en Algérie et l'attitude israélienne envers les territoires palestiniens. Bon, c'est un très long débat sur le colonialisme. Disons, pour aller très vite, il y a deux formes de colonialisme. Il y a le colonialisme qui a dominé le monde pendant le 19e siècle, la première moitié du 20e siècle, où les Occidentaux ou les Européens dominaient de loin. C'est-à-dire l'Inde était dominée par les Britanniques, mais il y avait une communauté britannique, mais elle était limite. Et puis, il y avait les colonialismes de peuplement. C'est-à-dire on installe des populations européennes avec, en général, la volonté d'expulser les populations locales ou de les réduire en travail, etc., et petit à petit de les remplacer. Il y a des endroits où ça a marché. Bon, il y a l'Amérique du Nord, il y a l'Australie, il y a la Nouvelle-Zélande, et puis il y a des endroits où ça n'a pas marché, où les colons sont restés une minorité, comme en Algérie. Et à ce moment, au moment des indépendances, ça a basculé. La question à Palestine, un des problèmes de la question à Palestine, c'est aussi la question démographique. C'est-à-dire que c'est la victoire du sionisme d'avoir réussi à créer Israël, mais ils n'ont pas réussi à remplacer la population. C'est-à-dire, ils se retrouvent avec un rapport démographique de 1 à 1. Donc ça, c'est un défi. Alors, là où il y a si vous voulez, là où je fais un rapport entre l'Algérie, je l'ai fait surtout à propos de la question des massacres et des crimes qui ont été punis. C'est incontestablement, on peut revenir sur le 7 octobre, il y a eu des crimes commis. D'abord, l'enlèvement de civils est un crime, des civils qui ont été tués, il y a eu des viols, voilà. Donc... apparemment, il n'y a pas de certitude là-dessus. Non, il y a eu quelques viols. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu la campagne systématique de viols, mais il y a eu quelques viols. Bon, on pourra revenir peut-être sur le 7 octobre, comment ça s'est déroulé, comment une partie de la population de Gaza a débordé une fois que le Hamas a cassé les défenses israéliennes. Donc, il y a eu cette chose. Et je voulais montrer que, si vous voulez, c'est le colonialisme qui crée la barbarie. C'est-à-dire que des gens qui vivent à Gaza, sous blocus depuis 15 ans, qui ont été expulsés de chez eux en 48-49, on peut leur demander de dire, écoutez, vous devez défendre les droits humains et respecter les conventions de Genève. C'est bon. Et je donne l'exemple de l'Algérie en 55, où il y a une grande offensive du FLN à Constantine. Ils prennent le contrôle de toute une série de villes militaires et ils entraînent une partie de la population. Et une partie de la population commet un certain nombre de crimes. Trop, mais quelques dizaines, dont des 8 enfants qui sont vraiment égorgés, ce qu'il n'y a jamais eu en Palestine. Est-ce que ces crimes discréditent la lutte du Front ou la revendication du Front de libération nationale? Moi, je dis toujours, vous savez, le droit international humanitaire, c'est très important de le respecter. Il faut se dire qu'il faut appliquer les conventions de Genève, etc., etc. Mais avant le droit international humanitaire, il y a le droit international politique. Et là, la Cour internationale de justice a dit que l'occupation maintenant de la Palestine, depuis 1967, était illégale et qu'Israël devait se retirer. C'est ça qui crée les tensions. Et tant qu'on restera dans une situation où les Palestiniens ne verront pas reconnaître leur droit à l'autodétermination, on aura la violence. Après, on peut pleurer sur le fait qu'il y a la violence. On peut aussi dire quand même que, si on prend Gaza et ce qui s'est passé le 7 octobre, on est en termes de morts civiles dans un rapport de 1 à 40, c'est-à-dire que un mort israélien pour 40 morts
palestinien. Et moi, je dis toujours, d'ailleurs, c'est un des signes du colonialisme. Et c'est vraiment, les Israéliens sont convaincus que la vie d'un Israélien vaut celle de 100 Palestiniens. Et ça, c'est une mentalité totalement coloniale. C'est pas du tout l'égalité des vies humaines. Et qui est assumée dans le discours politique. Oui, vous le soulignez oui. sur des ministres comme Ben Gvir, Smotrich, non, et etc. sur le président de la République. Et même le président, qui a des propos complètement génocidaires. Ce qui est intéressant dans la décision de la Cour internationale de justice, pas sur l'occupation, mais à la demande de l'Afrique du Sud sur le génocide, c'est quand vous voyez, il ne cite pas les éléments les plus extrémistes, Ben Gvir, Smotrich, il cite les gens de l'establishment, qui disent il faut les tuer, c'est des animaux humains, ils n'ont pas le droit de vivre, ils sont tous responsables, c'est le ministre de la Défense. Voilà, donc on est dans cette vision. Je pense réellement, c'est-à-dire, quand je dis vision coloniale, qu'est-ce que c'est la vision coloniale? C'est penser que les autres ne sont pas vos égaux. C'est-à-dire penser qu'un être humain blanc ne vaut pas la même chose qu'un être humain colonisé. Alors, la mort d'un enfant, qu'il soit israélien ou palestinien, elle est dramatique et je veux dire, on ne peut que la regretter. Mais là, on n'est pas dans c'est pas ça la question. On est dans quelque chose où on a une armée et des dirigeants politiques et aussi, il faut le dire, une majorité de la population qui dit exterminons-les. Par ailleurs, toujours en France, il y a d'autres voix qui s'élèvent contre ça et qui ont une représentation politique importante, notamment la majorité à l'Assemblée désormais, avec des formations comme le NFP, le Nouveau Front Populaire, avec comme pièce maîtresse la France insoumise, qui porte un discours défendant le droit des peuples à l'autodétermination, dénonçant le génocide, appelant à la reconnaissance de l'État palestinien par la France, qui, rappelons-les, ce n'est toujours pas le cas, ce qui est par contre le cas de l'Espagne et de certaines autres nations européennes désormais. Et pourtant, cette voix et cette majorité n'arrivent pas à déjà prendre le pouvoir, comme elle s'attendait à ce que ça soit le cas, et comme ça s'est toujours quasiment été le cas dans la République française. Donc, finalement, ceux qui portent ce discours, même s'ils sont élus majoritairement, pour plein d'autres raisons, ils sont pas compatibles avec le pouvoir actuellement en France. Serait-ce une crise même de ces démocraties qui se targuent et qui légitiment, y compris les génocides de leurs alliés, en disant « nous sommes une démocratie, donc on a le droit de tout faire ». Est-ce que cette démocratie est aujourd'hui en danger, sérieusement, à cause de ça notamment ? Oui, elle est en danger, à la fois parce que le président de la République a refusé d'appeler à la direction du gouvernement le nouveau Front populaire qui a remporté les élections. Elle est aussi en danger parce que le Rassemblement national a remporté des succès très, très importants. Et il faut rappeler quand même, parce que c'est une chose importante et pas assez soulignée par tous ces gens qui défendent Israël, c'est que tous les partis traditionnellement antisémites et qui le restent fondamentalement, de l'extrême droite européenne, du Rassemblement national à Orban en Hongrie, ça, soutiennent inconditionnellement Israël. C'est les meilleurs soutiens d'Israël. Donc il y a effectivement... Mais la crise de la démocratie, elle dépasse ça. Même, il faut ajouter, si vous voulez, que une des raisons pour lesquelles la discussion à Gaza a pris un tour très violent en France, ça a été la volonté des élites, du pouvoir politique, de Macron, etc., de discréditer la France insoumise. C'est-à-dire qui a été le parti le plus clair sur son soutien aux Palestiniens, parce que dans la gauche, le soutien aux Palestiniens, il varie selon les partis politiques et à l'intérieur des partis ça politiques. Dépend du degré de l'islamo-gauchicité de ces Oui, on peut dire, ça dépend. Partis. Ça dépend aussi, je dis, il faut dire aussi une chose, moi ça me frappe, c'est-à-dire en gros la question palestinienne, quel était le discours du gouvernement, des élites gouvernementales en France ? C'était de dire, c'est fini la Palestine.
bien sûr, les gens disaient oui, c'est dommage, il faudrait qu'on trouve une solution pour eux, mais on va vers une paix israélo-arabe avec les accords d'Abraham, avec demain l'accord entre Israël et l'Arabie saoudite. Et puis il y a des conflits plus graves. Regardez le Soudan, regardez l'Afghanistan, regardez etc. Et l'Ukraine. Oui. Et l'Ukraine surtout. Mais si vous voulez le fait qu'on a, comment dire, minimiser totalement cette question palestinienne. Et moi, ça m'a toujours frappé à quel point les diplomates, pas forcément les plus informés, parce qu'il y a quand même dans l'appareil diplomatique français des gens qui sont tout à fait compétents, mais enfin les élites ne comprennent pas le caractère central de la question palestinienne. C'est vrai, objectivement, c'est pas énorme en termes même de morts à côté du Soudan, mais c'est symbolique. Et puis, la différence, les gens disent, mais pourquoi vous vous mobilisez sur la Palestine et pas le Soudan? Mais il y a une raison très simple, c'est que on n'est pas responsable de ce qui se passe au Soudan. Il n'y a pas de pays... Bon, même si ces pays... Il n'y a pas de responsabilité directe, disons. Directe, et bon, en gros, les pays occidentaux n'arment pas... Il y a les Émirats arabes unis qui alimentent une des parties, etc. Mais c'est... En Palestine, c'est nous qui armons, c'est-à-dire essentiellement les États-Unis et l'Allemagne, mais c'est nous qui les armons politiquement et diplomatiquement. C'est nous qui leur donnons la couverture. C'est ça la question. Et il y a un refus total d'appliquer le moindre sanction à l'égard d'Israël. Moi, vous savez, il y a eu récemment, il y a 2 jours ou 3 jours, une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies qui reprend les conclusions de la Cour internationale de justice en disant il faut qu'Israël évacue inconditionnellement la Cisjordanie d'ici 1 an. La France a voté. Je veux dire, on croit rêver. Si vous votez ça, si vous pensez que la colonisation est illégale, quelles mesures vous prenez pour appliquer la solution à 2 États? On n'a pas beaucoup discuté du 7 octobre, mais le 7 octobre, c'était pas, contrairement à ce qu'a dit le président Macron, le plus grand massacre antisémite depuis le début du siècle. C'était une action politico-militaire avec des objectifs, qui s'est accompagné de crimes de guerre, mais avec des objectifs politiques, qui étaient, de porter un coup à l'appareil militaire israélien et de montrer aux Israéliens qu'ils ne vivaient pas en sécurité, et 2, d'arrêter la normalisation entre Israël et les pays arabes, et la disparition de la question palestinienne. Parce que quand les gens me disent « Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre ?», moi je dis « Mais le 6 octobre, on en était où ? Est-ce qu'on était prêt de créer un État palestinien ? Brusquement, aujourd'hui, tout le monde dit « Il faut 2 États ». Mais personne ne dit comment on va y arriver. Personne ne dit, parce que personne ne veut dire que l'obstacle à la solution des 2 États, c'est la colonisation, et que personne ne veut prendre des sanctions contre le pays qui mène cette colonisation que tout le monde déclare illégale. C'est-à-dire, c'est dans ce sens, on est en train de discréditer totalement le droit international. Peut-être aussi que ça fait sauter les verrous sur un certain nombre de sujets mis de côté jusqu'ici. Par exemple, la France pourrait être appelée à une certaine cohérence par rapport à la situation dans certains territoires, comme la Nouvelle-Calédonie. Peut-être que certaines positions anti-colonisation vont encore plus perturber les rapports avec des partenaires comme le Maroc, par exemple, et remettre sur la table la question du Sahara occidental. Pensez-vous que c'est un raisonnement valable ou plutôt... Si vous voulez, oui, la France était une puissance coloniale, elle reste une puissance coloniale en Kanaki ou dans les dom-toms, enfin les territoires d'outre-mer, etc. Mais elle l'était dans les années 60, 70, 80, quand De Gaulle prenait position pour l'indépendance de la Palestine. De Gaulle n'était pas un anticolonialiste. De Gaulle était un type qui a fait... Ça c'est sûr. Qui a fini par accepter l'indépendance de l'Algérie, mais bon, voilà, et qui a fini par prendre conscience de... Mais, comme je vous dis, il y a eu aussi des positions sur Israël et Palestine qui étaient prémonitoires réellement. C'est-à-dire le fait qu'il a vu très bien que l'engrenage dans lequel Israël
s'engager en maintenant l'occupation de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est. Donc, et il a développé une politique. Bon, la France était quand même une puissance coloniale et c'était une puissance pro-occidentale. L'idée, ce qui est dangereux dans la politique française, personne. Je ne pense pas qu'il y a possibilité d'une rupture de la politique française avec le monde occidental ou avec avec les pays occidentaux, etc. Mais De Gaulle ne voulait pas ça non plus. Mais il a quand même fait entendre une voix qui était différente et qui permettait de ne pas réduire les affrontements à un affrontement Orient-Occident. Puisqu'il y avait des voix indépendantes en Occident qui disaient il faut arrêter, il faut négocier avec l'OLP, il faut le droit à la détermination des Palestiniens. Je crois que c'est ça qui était important. Aujourd'hui, cette voix a disparu. Et donc, la France elle-même encourage l'idée qu'il y a deux camps. Le monde occidental face au monde musulman, et pas seulement au monde musulman, parce que c'est ce qu'on appelle le Sud global, parce que ça inclut l'Afrique du Sud, ça inclut le Brésil, etc., etc. Et la rupture entre ce monde et l'Occident est immense. Et en plus, elle a des conséquences sur l'avenir du droit international. Moi, ça m'avait frappé au moment de la guerre en Ukraine. Au moment de l'invasion russe de l'Ukraine, globalement, la majorité des pays l'ont condamné, y compris dans le Sud global. Et puis les Occidentaux ont été voir les pays en disant rejoignez-nous dans les sanctions contre la Russie. Et la plupart ont répondu non, en disant vous défendez vos intérêts en Europe, on comprend, c'est des intérêts géopolitiques, mais vous ne défendez sûrement pas le droit international. Si vous défendiez le droit international, vous n'auriez pas envahi l'Irak, vous feriez quelque chose pour la Palestine, etc. Aujourd'hui, si ce qui se passe à Gaza se termine effectivement par l'écrasement des Palestiniens, et donc le fait que la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice prennent des résolutions qui ne sont pas appliquées, demain, qui va empêcher n'importe quelle grande puissance d'aller... Demain, si la Chine décide d'annexer Taïwan, au nom de quoi on va dire non? Au nom du droit international? Non. Après, il y aura les intérêts géopolitiques et tout. Mais on ne pourra pas appliquer. C'est vraiment un monde de la jungle dans lequel on entre. Et effectivement, on a raison. C'est-à-dire, je pense que des pays comme la Chine et la Russie sont plutôt contents de vivre dans un monde sans règles. Mais nous devrions être conscients qu'il faut, justement, ces règles, c'est ce qui... Les règles du droit international n'ont jamais été totalement appliquées, ça a toujours été compliqué, je ne veux pas faire non plus... Mais c'est resté un repère. C'est resté un repère. Aujourd'hui, à Gaza, on est en train, à mon avis, de détruire les derniers repères de droit international. Et c'est ce qui est très alarmant par rapport à la radicalisation qu'on observe de part et d'autre dans ce plan et dans ce processus du choc des civilisations. À la limite, ce qui est encore plus frappant, je pense que j'ai de nombreuses fois repris cette expression, mais ce qui est encore plus frappant, c'est que les forces occidentales ont renoncé à toutes les études qu'ils ont pu faire jusqu'ici sur la question de la radicalisation, etc. Parce que on voyait bien que durant les années Daesh, il y avait plein de chercheurs, de politistes, etc., qui prenaient la parole pour expliquer le rapport entre ce qui s'est passé en Irak, entre la lutte antiterroriste en septembre 2001 et la radicalisation, etc., etc. Et là, on reprend le même schéma, écrasement total, c'est-à-dire qu'on crée les raisons pour cette radicalisation, y compris des communautés vivant en Europe. Une citation m'a particulièrement interpellé dans votre livre, qui est « Les Arabes ». Vous avez cité le général Changarnier, qui était un des généraux responsables des massacres en Algérie, qui disait « Les Arabes ne comprennent que la force brutale ». Bizarrement, il se trouve qu'ici en Tunisie, ou même ailleurs dans certains pays arabes, j'entends beaucoup cette réplique, non pas de la bouche d'un général colon, mais de la bouche d'un taxi, du gars attablé à côté dans le café, d'une conversation passagère, dans différents milieux sociaux, doit-on le préciser, et dans différents contextes. Est-ce une adoption du discours du colon par le colonisé,
Parce que ce discours s'associe notamment à des insultes envers la démocratie et tout ce qu'on appelle aujourd'hui le système des droits de l'homme en faveur d'un discours identitariste, nationaliste, chauvin. Il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a l'échec de ce qu'on a appelé les printemps arabes et le fait que ces printemps arabes ont plutôt débouché sur soit le chaos, soit un retour à des régimes encore plus autoritaires que les présents. Moubarak à côté de Sisi, c'est un grand démocrate. Donc, je pense qu'il y a ça. Il y a aussi la manière dont les populations peuvent adopter un discours du dominateur quand il n'y a rien d'autre qui leur est offert. C'est-à-dire que c'est quoi la solution? Donc les gens disent oui, il faut de l'ordre, etc. Mais c'est pas que en Égypte où l'ordre règne, je veux dire, c'est un désastre économique et social sans précédent, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est bon. Après, il y a la manière dont les populations dans le monde arabe peuvent aujourd'hui réagir à cette situation qui est aussi une situation d'impasse et qui peut créer un désespoir et qui crée d'ailleurs essentiellement, c'est-à-dire à la fois ce que vous dites, c'est-à-dire la démocratie, c'est pas pour nous, et en même temps ce désir de risquer sa vie au sens propre pour aller en Europe. Justement, risquer sa vie pour aller en Europe, et on voit aujourd'hui que ces systèmes autoritaristes qui s'installent un peu partout dans le monde arabe. Vous avez parlé de l'Égypte qui est leader en la matière, il me semble, mais il y a aussi la Tunisie qui sombre dans un régime autoritaire avec beaucoup de responsables. On compte plus d'une dizaine de responsables politiques, de hauts responsables de partis politiques qui sont en prison, quelques journalistes, des poursuites contre des dizaines et dizaines de journalistes, de responsables politiques ou de responsables associatifs même, dans un contexte électoral plus que problématique. Pourtant, ces forces occidentales qui disent que ce qui les unit avec Israël, c'est la démocratie, semblent neutres, pour ne pas dire complices, des régimes autoritaires qui s'installent dans les pays arabes, notamment le régime de Sisi ou le régime actuel en Tunisie. Comment expliquez-vous encore ce deux poids, deux mesures, encore cette incohérence dans la diplomatie occidentale et européenne? Je dirais qu'il y a deux types de raisons. Il y a une raison culturelle qui est finalement globalement jusqu'au printemps arabe, il y avait l'idée finalement il n'y a pas les conditions pour la démocratie dans le monde arabe et bon, je veux dire, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, mais au moins il y a des régimes stables. Il y a eu un petit changement, je me souviens d'un discours de Fabius, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères à l'Institut du monde arabe, faisant une autocritique sur la politique française en disant nous avons eu tort en Égypte, etc. Nous sommes prêts à ouvrir. Bon. Mais est revenu très vite après, quand ils ont vu que quand il y avait des élections libres, c'était les frères musulmans qui arrivaient, non pas au pouvoir, d'ailleurs j'ai dit les frères musulmans n'ont jamais été au pouvoir en Égypte, ils ont simplement gagné les élections, mais l'essentiel des appareils idéologiques, militaires étaient aux mains de l'ancien régime, et il n'y avait aucun danger d'une prise de pouvoir par les frères. Mais ça a créé une espèce de panique comme ça, liée aux paniques qu'il y a en France sur les frères et les islamistes. Donc ça, je crois que ça a été le premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel de la politique européenne, elle est faite par la peur de l'immigration. Et qu'il y a l'idée que si on finance les milices en Libye, le régime en Tunisie, le régime en Égypte, on va arriver à bloquer l'immigration. Et effectivement, les régimes jouent là-dessus. Ils jouent là-dessus en demandant des crédits, en faisant du chantage aussi. En faisant des deals d'externalisation des frontières. Voilà, en faisant des deals d'externalisation des frontières, etc. Mais on ne peut pas séparer, si vous voulez, ce soutien au régime de cette
Enfin, je ne dis pas que la phobie de l'immigration est nouvelle, mais à ce niveau en Europe, elle est nouvelle, quoi. C'est-à-dire, avant, il y a toujours eu peur de l'immigration, mais aujourd'hui, ça devient la question essentielle dans toutes les campagnes politiques. Non pas, en fait, quand on interroge les gens, enfin, la plupart des gens, pour eux, en Europe, c'est le travail, trouver du travail, le chômage, les questions des salaires, etc., etc. Mais il y a à la fois le fait que l'extrême droite agite ça, et le fait aussi que les médias, c'est-à-dire aujourd'hui, le rôle, si vous voulez, le Figaro ce matin fait la une sur une affaire où une jeune étudiante a été tuée par un étudiant marocain au bois de Boulogne. Et le type avait déjà été condamné pour viol, il avait été libéré après sa peine, il s'est réfugié en Suisse. Enfin bon, ça fait les 5 colonnes à la une du Figaro. Et si je peux dire, à la droite encore du Figaro, on a CNews, on a les réseaux sociaux qui utilisent ça comme pour créer une espèce de peur de l'immigration. Comme ça me rappelle une partie évoquée, une partie au début de notre échange, qui était sur le complexe militaro-industriel qui devait se débarrasser de César. C'est la propriété de qui déjà, le Figaro? Dassault. Ben voilà, c'est un fabricant d'armes. Il faut aussi que notre audience apprenne ce genre de choses, parce que peut-être que ce sont des évidences pour certains, mais ce n'est pas assez clair pour d'autres. C'est-à-dire qu'alimenter cette peur fait aussi partie de certains enjeux économiques, financiers. Malgré tout ça, donc malgré ces incohérences, il y a des alternatives qui montent. Il y a des gens qui portent une autre voix sur la rive sud et au nord aussi. Et il se trouve que ça peut encore changer la donne jusqu'à un certain point. Cependant, le chauvinisme avance, l'identitarisme avance et les nationalismes de part et d'autre. Comment pensez-vous, du moins, vous qui connaissez la rive sud, vous êtes aussi un habitué, un citoyen de la rive sud, comment pensez-vous qu'on pourrait, ou ce qui pourrait, désamorcer ce virage nationaliste Bon, il y a sans doute beaucoup de moyens. Il y a un moyen dans chaque pays de lutter en France, pour une alternative à gauche, contre les politiques racistes, etc. Mais je crois qu'il y a aussi, et c'est plus difficile, je dois dire, depuis Gaza, l'idée de créer des réseaux citoyens du Nord et du Sud sur un certain nombre de valeurs communes. C'est-à-dire que je sais que la manière dont les médias français rendent compte de Gaza a beaucoup énervé au Maghreb, d'autant plus qu'ils le voient en direct, c'est-à-dire que c'est pas la traduction, ils voient la télévision, donc ils sont... Mais en même temps, il y a eu beaucoup d'autres voix. Et trouver les manières de faire converger des journaux, des mouvements du Sud et du Nord, etc., ça me semble d'autant plus important que en même temps, malgré tout ça, il y a... moi, je suis frappé en France, je veux dire, aujourd'hui, même si, on pourra y revenir, les musulmans ont peur aujourd'hui, enfin, les Français musulmans ont peur de la pression, mais il y a de plus en plus de cadres qui sont des musulmans, des gens qui, de la 3e génération, qui travaillent dans les banques, qui travaillent au ministère des Affaires étrangères, etc., etc. Et je pense que là, il se crée quelque chose aussi qui peut être un ferment de changement des mentalités, un changement de la manière dont la société française appréhende... On dit souvent, mais c'est vrai, moi j'ai une maison de campagne dans un petit village de 250 habitants, il n'y a pas un arabe, il n'y a pas un immigré africain, etc. Il y a 35% des voix pour Le Pen. Et il faut essayer de comprendre pourquoi, il faut les combattre, mais en même temps, ils tiennent un discours raciste, mais il y a le sentiment d'abandon. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est la disparition des services publics. Et c'est pour ça que je pensais très important dans
la politique du nouveau Front populaire, d'avoir mis en avant Lucie Castet, qui est... Donc, tout le travail était sur le service public, de dire, en fait, c'est ça qui va nous permettre de montrer aux gens que, oui, il y a une autre politique qui est possible et qui ne s'appuie pas sur des politiques racistes ou des politiques anti-immigrés qui, de toute façon, ne changeront pas la donne. Je veux dire, on voit bien, on aura beau mettre des frontières, des barrières, d'expulser les gens, etc. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas aussi parce qu'en partie, l'Europe a besoin de la main-d'œuvre. Je veux dire, c'est pas tous ces clandestins dénoncés par le Figaro et consorts et l'extrême droite, c'est les gens qui font marcher la machine économique. Donc. Oui. Il faut que la roue tourne finalement. Le capitalisme en a besoin et la production en tout court en a besoin. Vous avez parlé du retour des services publics, d'une éventuelle perception différente de la question migratoire, de tout ça, ce qui est un programme politique. Et vous, de votre côté, pour ce commun, vous avez milité déjà dans différents cadres, dans le Parti communiste il y a des dizaines d'années, le Parti communiste français, mais aussi Solidarité France-Palestine, je ne me trompe pas sur le nom. Association France-Palestine. Association France-Palestine, qui a fait un grand boulot de ce point de vue. Et depuis maintenant près de 10 ans, il y a Orient 21. Il a été rejoint par le nouveau-né Afrique 21 il y a 2 ans maintenant, Afrique 21. Oui, c'est la troisième année. C'est la troisième année consécutive. Et Orient 21. Orient 21, qui fait du très bon boulot, qui propose un autre narratif, un narratif toutefois qui ne s'appuie pas simplement sur une idéologie, mais qui est toujours basé sur les faits, avec des éclairages historiques assez importants et avec des auteurs qui, encore faut-il le dire, maîtrisent leur sujet. Ce n'est pas très commun aujourd'hui dans la presse en général et la presse française, surtout quand il s'agit du monde arabe et du monde musulman. Comment ça se passe pour cette expérience dans un paysage miné par différentes maladies dont vous venez de dénoncer certaines, mais comment se porte Orient 21 dans les dynamiques faisant ce paysage médiatique d'une français? certaine manière, ce paysage médiatique, et surtout ce qui se passe à Gaza, a fait que notre audience a explosé. Parce que la volonté des gens de s'informer, d'avoir un autre discours, etc., a fait que beaucoup de gens viennent lire les articles d'Orient 21. On est le seul journal à avoir un correspondant à Gaza. Je veux dire, c'est quand même incroyable de penser que ça fait 1 an et que la plupart des médias français qui pourraient très bien avoir, il y a plein de journalistes, il y a des journalistes, ceux qui n'ont pas été tués par les Israéliens, qui font leur travail, qui font du bon encore travail. faut-il le préciser, parce que des dizaines de journalistes ont été tués par l'armée israélienne. Donc nous avons un correspondant qui tient la chronique de la vie quotidienne à Gaza. Et puis bon, on essaie de donner des analyses différentes. Et c'est vrai que Internet, de manière générale, parce qu'on n'aurait pas pu créer un journal papier, je veux dire, on n'avait pas les moyens, Internet peut être un pôle de résistance. C'est-à-dire, ça charrie le pire. Je veux dire, les réseaux sociaux peuvent vraiment souvent manipulés par l'extrême droite, etc. Mais ce qu'on appelle communément la fachosphère. Voilà. Mais il y a quand même des pôles de résistance et moi, je suis assez optimiste sur leur capacité à donner un autre narratif, etc. Bon, il faut que ça s'appuie sur, si vous voulez, il y a eu en partie un changement sur Gaza. C'est avant tout la situation à Gaza. Hein. C'est pas seulement ce que nous avons dit. Il y a un certain nombre de changements, même si on a trop tendance, comme je l'ai dit, à réduire la Palestine à une question humanitaire en disant, regardez, les pauvres, on les bombarde, on les tue, on les massacre, ce qui est vrai. Et puis il y a des images. Moi, franchement, je regarde pas les images de Gaza tellement je trouve ça insupportable. Mais c'est vrai que ça bouleverse les gens, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un problème humanitaire avant tout. C'est un problème politique. C'est le problème politique qui crée le problème humanitaire. C'est pas l'inverse. Et c'est pas simplement en envoyant... Enfin, il faut envoyer plus de camions, il faut permettre aux gens de se soigner à Gaza, etc. Mais c'est en leur donnant le droit à l'autodétermination qu'on peut régler leurs questions. Mais, si vous voulez, Internet est quand même un outil qui permet de résister. Et...
Bon, alors c'est pas le narratif dominant, mais c'est un narratif qui existe. Et moi, je fais beaucoup de débats autour du livre. Je suis frappé depuis la seconde Intifada. J'ai jamais eu autant de monde dans les débats. Il y a beaucoup de jeunes qui se mobilisent. Bon, voilà. Je veux dire après, on verra la suite. Bon courage Alain Grèche, directeur d'Orient 21 et d'Afrique 21. Bon courage pour l'expérience Orient 21. Pour le livre et pour les prochains livres, on l'espère, on en redemande. Vraiment très instructif. À un moment donné, on croit savoir tout ce qu'on peut savoir sur la question palestinienne et sur le génocide commis par l'entité sioniste contre Gaza, mais finalement on apprend encore plus de choses. Il ne s'agit pas uniquement de cet aspect instructif, mais les perspectives, les analogies, les éclairages historiques qu'on trouve dans votre livre. Les Palestiniens, un peuple qui ne veut pas mourir, il va s'afficher sur l'écran en même temps, très intéressant. Nous espérons l'avoir en Tunisie. Maintenant, il est accessible. J'ai même appris que certains amis tunisiens l'ont consulté en ligne. Et je vous confie, il a déjà été piraté, mais ça, on peut rien y faire. Nous, peuple du Sud, nous n'avons pas accès à la culture. Je ne suis donc pas nous y accédons comme on peut. Je ne suis pas contre le... Moi, j'encourage de toute façon l'accès à la culture, peu importe. Toutefois, si on peut garder aussi les droits des auteurs, ce serait pas mal non plus. Qu'il soit lu. L'important, c'est qu'il soit lu. Voilà. Et on souhaite aussi bon courage à Orient 21 avec tout l'excellent boulot que vous faites. Nous continuons à vous suivre. Et à bientôt, j'espère. À bientôt. Merci beaucoup, en tous les cas, pour l'invitation et la possibilité de m'exprimer aussi longuement. شكرا على متابعتكم لينا. حاولنا نفهموا ونقصروا المسافات ما بين الناس اللي مازالت تمن بعدالة معينة، مازالت تمن اللي القانون الدولي ينجم يكون حاجة تلمنا وتفض النزاعات اللي نعيشوها. الناس اللي مازالت تمن للأسف نقولوا هكا عام 2024 اللي وقت الاستعمار وفاء، واللي معارك التحرر ديما عندها الحق أيا كانت الهوية السياسية متاع اللي يهز البندقية. شكرا.